viens pas pour vous parler d'HTML5, de développement. À vrai dire, je suis très nul en développement en HTML5. J'ai investi dans une petite boîte qui justement utilise Socket.io pour faire du social casino qui va se lancer dans 1 mois en Chine. Et c'est une boîte qui va être, à vrai dire, dans les jeux de casino en Chine sur portable. Et ça devrait bien se passer, on va dire. On espère. Moi, pour cette boîte, je vais m'occuper de travailler sur leur réseau. Moi, je suis plus du côté sysadmin, réseau, tous ces trucs-là. J'ai un baccalauréat E en mécanique, mais pendant mes études, je me suis très vite rendu compte que la méca en France, je voulais pas travailler pour Peugeot ou Renault. Donc, je me suis dit, mon prof de maths m'a dit « Ah ouais, si tu veux faire le bac E, il faut aller à l'ENSAM. Si tu vas pas à l'ENSAM, de toute façon, tu vaux rien. » Voilà, donc ça m'a un peu repoussé de la mécanique. Et je me suis dit, à l'époque, c'était quoi, 1998, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» L'informatique, ça me branchait bien. Je bricolais beaucoup de hardware. Comme on pouvait dire, voilà, ce que Sylvain voulait dire, qu'est-ce qu'on peut encore hacker? Il y a une grande mode, c'est hacker le hardware. Moi, je suis plutôt de ce côté-là. C'est hacker les serveurs, trouver des serveurs qui utilisent moins d'énergie pour pouvoir en mettre plus dans les salles de données, pour être plus efficace, pour avoir plus de puissance, pour que vous, les développeurs, vous avez des machines qui savent exécuter votre code rapidement et vous donnent des expériences utilisateurs de très haut niveau. Voilà. Et donc j'ai étudié bac E et au milieu je me suis dit je vais en sup, je vais faire un concours et je vais faire un concours dans une école d'informatique. Donc je me suis lancé. Vu que j'étais pas très bon en sup et en spé, j'ai eu qu'un diplôme. J'ai eu qu'une école, c'est les CIGETEL à Fontainebleau. Et je me suis donc lancé dans l'informatique à les CIGETEL à Fontainebleau. Voilà. Ça s'est très bien passé, c'est une école très sympa. Fontainebleau c'est sympa, bon c'est pas aussi bien que Paris, mais bon. On arrive à s'amuser. Et j'ai eu beaucoup de chance pendant que j'étais à l'ESIGETEL parce que en même temps j'ai eu la chance de faire entre ma 2e et 3e année d'école d'ingénieur d'être embauché pour un stage chez DEC qui est un ancien d'informatique. Je ne sais pas si vous connaissez Digital Equipment Corporation, mais à l'époque c'était le premier à faire du 64 bits, un grand innovateur dans le monde de l'informatique. C'est eux qui ont inventé Ethernet et des choses comme ça, donc ils ont fait beaucoup de choses et j'ai travaillé sur des technos très anciennes et très modernes à la fois. Je ne sais pas si vous connaissez les PDP-11 à carte perforée, j'ai réparé des serveurs comme ça. Donc quand je parle de ça, en règle générale, les gens me demandent quel âge j'ai. Mais oui, ça existait encore. Donc ouais, j'ai réparé quelques PDP-11 à carte perforée. J'ai upgradé des VAX de 32 bits à 64 bits en alpha servers, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez non plus. Mais c'est tout des technos très anciennes, mais c'était des grands précurseurs dans le monde de l'informatique. Et après, j'ai eu de la chance d'enchaîner pour mon stage de fin d'études, d'aller dans la Silicon Valley. Voilà, j'avais un choix à faire, c'était Nuremberg en Allemagne pour travailler pour Adidas International, ou bien Bank of America Securities à San Francisco. Donc j'ai décidé qu'il faut aller là où ça se passe en informatique. Donc j'ai pris mes 3 valises. J'ai pris mes fringues et petit vol jusqu'à SFO et je me suis installé là-bas. J'ai fait mon stage de 6 mois, une thèse sur les VPN, ça s'est bien passé et dans la foulée, la boîte pour laquelle je travaillais m'a offert mon premier contrat de travail aux États-Unis. De là, j'ai eu la chance de faire le mauvais rêve américain, donc j'ai fait 2 startups qui se sont cassées la figure. J'ai travaillé pour Centerprise qui était le Salesforce.com avant Salesforce.com. Là, il y avait un petit problème quand j'ai embauché un stagiaire français et qu'il était meilleur que le senior développeur de la boîte. Je me suis dit, c'est peut-être le temps de partir de la boîte. Et
Et en fin de compte, je suis resté quand même parce que y avait d'autres personnes. On commençait à embaucher des gens doués, des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Le problème, c'est qu'il y a 2 avions qui ont touché 2 tours. Et les investissements pour cette start-up qui venait de Compaq ont été gelés en même temps que cet événement. Et donc, on a fermé la porte 1 mois plus tard. Et donc, je suis passé à la société sœur de Centerprise qui s'appelait Desktop Product, où j'ai rencontré ma femme. Elle s'occupait des ressources humaines. Moi, j'étais l'ingénieur qui m'occupait des services. Donc au début, vu que c'était aux États-Unis, je me suis posé quelques questions. C'était bien de sortir avec la personne qui s'occupe des ressources humaines. Mais ça s'est bien passé. Après, j'ai changé un peu de voie. Desktop Product, pareil. C'était un revendeur d'informatique qui n'était pas vraiment très bien implanté dans les services. Donc ils se sont cassés la figure après, on va dire, 1 an. Donc là, j'ai changé complètement de bord. J'ai travaillé pour une association de loi 1901 américaine qui voulait devenir un incubateur. Donc j'étais responsable de leur centre de données pour recevoir les jeunes entreprises, les installer sur le net, leur donner tout ce qu'ils avaient besoin, électricité, serveur, soutien, sysadmin, réseau, enfin bon, tout ce qu'il leur fallait. Le problème, c'est que cette boîte s'est très vite rendu compte que être un incubateur, ça demande beaucoup de sous, et qui grillait à peu près $1 million au mois, et qu'en fin de compte, ils ne voulaient peut-être plus faire ça. Donc ils m'ont remis en informatique interne, ce qui ne m'intéressait pas trop, et donc j'étais un peu sur une boîte garage, et c'est là où j'ai eu une super chance. J'ai 2 gens qui m'aimaient bien dans cette boîte, qui m'ont ouvert les portes de Facebook. Et donc j'ai pris ma candidature et j'ai été pris à Facebook après 10 mois dans CommerceNet. Voilà, j'ai changé de boîte et là c'était la grande aventure. Après Facebook, j'ai suivi la vague des boîtes qui marchaient bien. Je me suis toujours dit, il y a une deuxième start-up qui va réussir. J'ai encore une deuxième start-up en moi, donc je me suis lancé dans le social gaming, qui était à la mode. Donc Socket.io, multiplayer, tout ça, j'ai vécu. Mais moi, je l'ai vécu du côté de l'architecture, serveur et réseau, parce que ça joue beaucoup aussi dans le développement des jeux. La latence, la performance des serveurs et tout ce côté-là. Parce que Playdom avait un jeu qui était très sympa, c'était l'équivalent de Worms, et qui pouvait jouer en multijoueur, mais quand ils l'ont développé, ils se sont rendus compte qu'il marchait que sur un serveur. Le problème, c'est quand vous voulez avoir beaucoup d'utilisateurs, un serveur, ça se limite très rapidement. Et donc on est arrivé à pousser ce serveur quand même jusqu'à 120 000 connexions sur un serveur, mais le problème c'est que au-dessus de 120 000, les gens ne pouvaient plus jouer au jeu. Ce qui fait que le jeu n'a jamais vraiment très bien fonctionné, n'a jamais été un grand succès. Voilà. Après Playdom, ça s'est pas trop bien passé, parce qu'après 6 mois là-bas, ils se sont fait racheter par Disney Interactive, et je ne voulais pas travailler pour Mickey, donc je suis parti. Et je suis allé travailler pour, à l'époque, ils étaient encore le numéro 1 mondial des téléphones portables, Nokia. Et c'était au moment où ils étaient en train de se casser la figure à vitesse grand V. Donc l'ambiance était un peu bizarre, mais je travaillais du côté des services GPS, parce qu'ils venaient de racheter Navtech. Et donc j'ai implémenté dans leur centre de données tout ce qui est service d'assistance à la navigation et tout ça. Donc c'était très intéressant, il y avait une très bonne dynamique dans ce groupe-là et ça s'est relativement bien passé. Et puis là, j'ai signé il y a 2 semaines chez une boîte qui commence avec un D, qui termine avec un X, et je commence, à vrai dire, samedi, je prends un avion pour San Francisco et je commence mardi prochain à Dropbox pour ma prochaine étape. Donc voilà, c'est ma 2e start-up, j'espère que ça va bien se passer. Donc pour revenir un peu sur l'aventure Facebook, parce que c'est pour ça que Sylvain il m'a demandé de parler ce soir, voilà, donc j'étais j'étais le premier employé français de la boîte. J'ai joint la boîte le 31 mai 2005. J'aurais dû commencer le 1er juin, mais pour une raison bizarre,
de Facebook, ils m'ont dit il faut que tu arrives le 31 parce que sur nos comptes, c'est mieux que tu arrives le 31 que si tu arrivais le 1er. Donc j'ai commencé le 31 mai. Et j'ai été embauché pour une raison très étrange, c'était pour faire une migration de SendMail vers Exchange. Donc voilà. Le président de l'époque, Sean Parker, je pense que vous le connaissez, qui avait fondé Napster, qui avait travaillé pour une autre boîte qui s'appelait Plaxo, justement avait beaucoup d'intérêt dans Plaxo, et Plaxo ne marchait qu'avec Exchange, donc il fallait installer Exchange. Et donc c'était en même temps mon test d'embauche, donc ma période d'essai. J'avais 2 semaines pour migrer SendMail à Exchange, construire toute l'infrastructure Exchange, transférer toutes les boîtes aux lettres. Je l'ai fait en 14 jours. Le 13e jour, on a migré SendMail sur Exchange et tout le monde marchait sur Exchange après. Bon, on a eu quelques superbes surprises où quelques développeurs de DevOps, justement, ont mis des petits scripts qui ont envoyé 100 000 à 200 000 emails sur le serveur Exchange, qui avaient du mal à se réveiller le matin. Et boulot, des gens comme moi qui étaient des généralistes mais pas des spécialistes commençaient à être poussés vers le côté pour embaucher des spécialistes dans chaque domaine parce que la techno devenait de plus en plus pointue, il fallait que ça grandisse de plus en plus, il fallait pouvoir soutenir de plus en plus d'utilisateurs, donc les généralistes étaient un peu poussés vers le côté. Jusqu'à la grande structure, on est devenu, quand je suis parti, on avait 3000 employés, et c'était devenu un géant du web, il y avait 356 millions d'utilisateurs déjà. On rajoutait 13 millions d'utilisateurs à la semaine, et on engrangeait 3 millions de dollars par jour. Ça c'était la machine à faire les sous. Voilà. Et tout ça, c'était intégré au site, c'était développé dans Facebook. Il y avait une interface privée que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas, mais qu'en interne, tous les comptes, tous les accès qu'on avait dans la boîte étaient reliés directement dans le compte Facebook. Voilà. Et donc, en décembre 2010, j'ai décidé de partir, en décembre 2009, le 31 décembre 2009, j'ai décidé de partir et de me lancer dans le social gaming qui était comme ci, comme ça. Et puis voilà, l'évolution un peu, c'était au début quand on était start-up, voilà, on avait des tâches en tant qu'ingénieur qui n'étaient pas toujours superbes, on faisait du nettoyage, on allait au casto local qui s'appelle là-bas Home Depot et on allait acheter des étagères, les installer dans les bureaux parce que les secrétaires avaient besoin d'étagères. On s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas de service de nettoyage des toilettes. Donc à tour de rôle, c'était un des ingénieurs qui se coltinait les toilettes les plus proches de son bureau. Jusqu'à ce qu'on embauche une société de nettoyage. Ça a pris quand même 1 an et demi. Après, je me suis occupé d'IT pendant longtemps. J'étais la seule personne qui s'occupait d'IT, donc il fallait maîtriser Mac, les MacBooks, la débâcle des premiers MacBooks avec leurs bugs, leurs problèmes sur le hardware. Il fallait gérer les IBM parce que tout le côté PC était IBM. Et j'ai fait ça jusqu'à 120 employés quasiment tout seul. Donc il fallait... à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, c'était les BlackBerry à la mode. Donc tous les vendredis soirs, quand il y avait des fêtes à Facebook, j'étais assis dans un coin en train de configurer les BlackBerry des nouveaux employés du lundi et terminer la configuration des PC, des Mac, des gens qui allaient commencer le lundi matin. C'était intéressant. Après, j'ai aussi contribué beaucoup au premier réseau de Facebook, à le construire. Moi, je m'occupais principalement de tout ce qui est switching, firewalling, VPN et sécurité. Donc j'étais le premier ingénieur à m'occuper de ça. On avait des gens qui étaient dédiés pour le routage et des gens qui étaient dédiés pour tout ce qui est storage et infrastructure storage. Après, on avait quelques sysadmins aussi qui avaient plusieurs casquettes. Et voilà, on faisait tous un peu sysadmin, on faisait tous un peu tout. Après, je me suis reconverti dans la boîte encore une fois parce que mes journées, c'était le matin, je m'arrêtais au centre de données, je travaillais là-bas. Après, j'allais à la boîte, je m'occupais des imprimantes pour les utilisateurs qui ne marchaient pas.
de l'email des gens qui ne marchaient pas, pourquoi mes 16 gigas dans Outlook qui ne s'ouvrent pas, vraiment des choses comme ça. Et après j'allais au deuxième centre de données pour m'occuper de l'infrastructure IT. Et après je revenais, donc j'avais des journées qui étaient très très intéressantes. Et jusqu'au moment où j'en avais assez et j'aurais dit bon ben je pars. Et au lieu de me laisser partir, ils m'ont dit non non mais reste, on va te trouver un nouveau truc. Donc ils m'ont nommé manager de leur premier centre de données qui était un centre de données de 2,23 MW qui avait près de 12 000 serveurs, 2 pétabytes de storage et des switches réseau et des routeurs qui valaient en moyenne 1 million à 2 millions de dollars pièce. Et c'était 3 salles de réseau, en moyenne chaque salle contenait 4 000 à 5 000 serveurs. Et pour vous donner une idée, quand j'ai pris le boulot, on a installé 30 racks, donc 30 racks, 40 serveurs dedans, 1200 serveurs pour Facebook. En 2006, ça leur prenait 30 jours. 2 jours avant que je parte, donc le 29 décembre, on a déployé 125 racks, donc à peu près 5000 serveurs en 48 heures. Donc voilà justement l'exemple. DevOps, tout était grosso modo c'est automatisé. Donc DevOps a été un grand support à la boîte et au fait que Facebook ait pu supporter sa croissance exponentielle. C'est que il y avait une très bonne politique au niveau des développeurs. C'était s'il fallait le faire plus d'une fois, il fallait l'automatiser. Donc dès qu'il y avait une tâche, même pour nous au niveau du hardware, s'il fallait installer une machine plus d'une fois, ou qu'il y avait une petite tâche qu'on pouvait scripter, il fallait la scripter. Parce qu'on essayait de gagner du temps partout. Et ce qui fait que, ben voilà, au début, on prenait 30 jours pour installer 1200 serveurs, parce que tout était manuel, il fallait être devant chaque serveur, lancer les commandes pour les installer, et à la fin, c'est marrant, le logiciel pour lancer l'installation s'appelait Facebook. Et donc on utilisait le fameux Facebook, et c'est vrai qu'avec Facebook on disait Facebook dash ce qu'on voulait, et ça installait la machine, ça la mettait en mode réparation. Après il y avait un automate qui passait derrière quand on était en mode réparation, qui pouvait dire en 15 minutes ce qui ne marchait pas sur le serveur, et c'était à 95% exact. Ça veut dire que il pouvait nous dire la barrette mémoire avec les différents types de carte mère, exactement quelle barrette mémoire était défective et ce qu'elle avait, s'il fallait la changer, si c'était le CPU, si c'était le disque dur. Enfin bon, c'était très évolué et ça marchait très bien. Et après, ben, j'ai encore un peu évolué dans le monde des centres de données, parce que bon, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a sa routine, qu'on gère, que c'est automatisé, je me suis un peu lancé. J'ai fait pas mal d'R&D pour Facebook, test de nouveaux switches, test du nouveau hardware. J'ai été au début de Open Compute, si vous connaissez. Au début, quand on testait les nouvelles plateformes hardware où Facebook allait fonctionner avec. Et donc j'ai fait pas mal de tests sur ces trucs-là avant de partir. Voilà. Et puis pour l'avenir, ben, aujourd'hui j'ai investi dans une petite start-up qui s'appelle We Love Words, qui est parisienne, qui est 27 rue Chemin Vert, dans la Pépinière 27, si vous connaissez. Et ben, c'est une petite boîte sympa, il y a des gens très sympas, ça a l'air de bien marcher pour eux. Je bosse avec des Britanniques pour lancer shuffler.com, qui va être les jeux vidéo sur téléphone portable pour la Chine. Donc on va attaquer le marché chinois, après on va aller vers l'Europe, les États-Unis, qui est un marché très délicat. Et je me suis aussi lancé un peu dans la mécanique. Je sais pas pourquoi, mais ça me branchait bien. Et avec un copain français aussi, qui a fait ses études en France, on va lancer une fourche de moto révolutionnaire qui va pouvoir changer pas mal de design de moto. Et le gros projet, à vrai dire, et on a peut-être eu un accord de Yamaha USA, c'est qu'on va peut-être faire le Dakar 2016 avec cette fourche de moto, et avec l'équipe Yamaha USA, et on va peut-être se lancer dans une aventure là-bas aussi. On va voir ce que ça donne.
questions sur Facebook, sur... Allez-y, profitez-en. Hein. Juste répète la question de nos amis. Il a posé la question, est-ce que sein de Facebook avait une rivalité avec Twitter? Non, la rivalité, elle n'a jamais vraiment été avec Twitter. C'était plutôt MySpace. Et MySpace, quand moi j'ai commencé, il y avait un gros problème avec notre management, c'est que MySpace, nous on rajoutait quoi, 100 000 utilisateurs à la semaine, eux ils rajoutaient 10 millions d'utilisateurs à la semaine. Et Mark Zuckerberg, Moscovitch et tous ces gars-là, ben, ils n'étaient pas très contents. Et quand moi j'ai commencé, au début de la boîte, il y avait une mentalité, il y avait toujours ce dessin qui n'était jamais très officiel parce que personne ne devait le voir, c'était un point, et il y avait marqué au-dessus domination. Et donc ben, Facebook ne voulait jamais jouer le deuxième. On a toujours voulu jouer le premier. Au début on ne pouvait pas parce qu'on avait la limitation, c'était un réseau fermé aux universités. Et donc ben, on pouvait qu'ajouter le nombre d'utilisateurs que les universités chaque année engrangeaient. Bon après ça s'est ouvert en Angleterre, au Canada, en Allemagne, en France. Après ça s'est ouvert aux sociétés, aux plus jeunes. Donc on est arrivé et tout d'un coup, quand ils se sont rendus compte que bon, ben, on grandissait toujours pas encore assez vite, ils ont dit ben, il faut ouvrir les vannes, il faut ouvrir à tout le monde. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et il faut dire merci à News Corp qui a beaucoup aidé Facebook, c'est qu'ils ont racheté MySpace, ils nous ont aidé à tuer la compétition. Mais Twitter, ça n'a jamais vraiment été un concurrent. Il y a une histoire très bizarre aussi, c'est qu'un des board members, c'est le CEO de... C'était le CEO de Twitter à l'époque, donc... C'est la famille. Voilà. D'autres questions? Avec l'ouverture en bourse de Facebook, tu es devenu millionnaire? Presque. On va dire qu'aujourd'hui je suis bien, je peux choisir ce que je veux faire sans avoir trop à me poser de questions. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps pour choisir Dropbox. J'avais d'autres opportunités, mais j'aime bien la mentalité de la boîte. C'est vrai que j'ai rencontré 12 de mes anciens collègues avec qui j'avais bossé à Facebook, ça aide aussi. Mais la mentalité, elle est très bonne à Dropbox. Ils ont une très bonne équipe. Ils sont déjà beaucoup plus avancés que Facebook à l'âge qu'ils ont. Ils ont des process en place que nous, on a mis en place. Que quand moi je suis parti, on n'avait pas encore ça, quoi. Et je pense que ça va être une aventure intéressante, donc on va voir. Mais ouais, je vais dire, je peux pas me plaindre. J'avais une question. Tu as collaboré avec Mark Zuckerberg? J'ai collaboré avec Mark Zuckerberg dans nos... Il est comment? il est donc, si vous avez vu le film, il n'est pas du tout comme dans le film. À vrai dire, c'est un gars très sympa. Ce qui est vrai, c'est qu'il est toujours avec son hoodie, ses flip-flops. D'ailleurs, pour son premier anniversaire à Facebook, toute la boîte, on avait acheté des Adidas, des flip-flops Adidas pour tout le monde. Et toute la boîte, le jour de son anniversaire, on portait tous un t-shirt avec la tête à Marc et des flip-flops de Marc. Et leur investissement, ils nous ont offert des Xbox 360 bleues et blanches. Donc pour toute la boîte, avec tout ce qui va bien, les guitares pour Guitar Hero, enfin bon, tout le package Microsoft qui allait bien. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais besoin de se plaindre. Il y a quand même une petite anecdote, c'est que quand moi j'ai commencé, on devait acheter une photocopieuse. Et on voulait une photocopieuse Toshiba, on a mis un produit. Et le gars des finances de Toshiba nous ont dit, bah non, vous êtes une start-up, on ne va pas vous la financer sur 5 ans. Ça nous aurait coûté 40 $ au moins sur 5 ans. Donc pour lui montrer qu'on avait les sous, Axel Partner il venait d'investir 13 millions dans Facebook, on a mis le chèque sur la photocopieuse, on lui a photocopié le chèque et on leur a envoyé le chèque photocopié de 13 millions $. Et ils ont toujours dit non. Et ça a fait un heureux, il s'appelle Xerox. Ils ont tout le marché des photocopieurs de Facebook. Voilà.
Mais comme quoi, et parfois, même les revendeurs, il n'y a pas toujours des visionnaires dans leur rang. Non, t'avais une question? Une dernière question? C'est bon? Vous allez faire quoi? Je sais pas, toi, tu t'as pas suivi. Je vais m'occuper des réseaux internes de la boîte. Donc tout ce qui est corporate networking. Réseau sans fil, déployer tous les bureaux. Là, normalement, mon premier boulot, c'est d'aller à Sydney et d'installer le réseau de Sydney. Parce qu'il y aura un design spécial. Le design va un peu être changé des boîtes habituelles. Au lieu d'avoir les serveurs et tout ce qui est IT dans les bureaux, ils vont être dans des centres de données qui sont près des bureaux. Et ça va être connecté, donc il y aura un certain support à faire à ce niveau-là. Vu qu'il y aura des lignes louées entre le centre de données et les bureaux, donc voilà. Ça sera mon boulot pour, on va voir pour combien de temps. Tu emmènes ta famille à chaque fois que tu déménages? Je vais les emmener là, mais pas tout de suite parce que mes enfants sont à l'école et on va pas les changer, on va pas les sortir de l'école comme ça, donc on va attendre la fin de l'année scolaire. Moi je pars en éclaireur, de toute façon j'ai toujours ma maison aux États-Unis, donc en fin de compte je pars avec 3 valises, je pose mes valises et je suis chez moi. Ça va être très simple, ça va être un déménagement très simple. Et dernière question. Au point de vue administratif, pour travailler aux États-Unis, il y a dû avoir une green card. J'ai eu une green card, mais pas grâce à Facebook, grâce à mon mariage avec une américaine. C'est l'autre technique. J'ai pris la deuxième solution. Non seulement elle était RH, mais en plus elle était américaine. Voilà. Double utilité. Et puis après, ça aide d'avoir des enfants et tout ça. Et après la green card, ça aide d'être français. Les Français, si vous êtes motivé pour venir travailler aux États-Unis, les ingénieurs français dans la globalité ont une très très bonne réputation dans la Silicon Valley. On est très bien vu par les Américains justement parce qu'on a ce côté, on nous donne des choses à faire et on arrive à les comprendre et à les faire sans qu'on nous tienne la main. Alors qu'un ingénieur américain est beaucoup plus spécialisé. Moi j'ai rencontré beaucoup de gars qui sont super pointus dans un domaine, c'est des bêtes. Hein. Dans leur domaine vous ne les battrez pas, mais dès que vous tapez un peu à côté, ils sont perdus. Et aux États-Unis il y a beaucoup de ça, des gens qui sont très spécialisés dans un domaine mais qui à côté, alors qu'un bon ingénieur français, on lui dit un jour tu vas m'installer des serveurs, le jour d'après tu vas me faire du réseau, ben, on va se débrouiller, on va trouver une solution, on va savoir faire. J'avais une dernière question, j'ai rallongé le truc en plus. À ton avis, quels sont les ingrédients du succès Facebook? Enfin, vraiment selon ton point de vue. Ouais, je pense qu'il y avait une bonne équipe au départ. Il y a eu toujours les bonnes personnes, ils ont trouvé les bonnes personnes, il y avait un bon produit. Les gens, on avait l'avantage de MySpace, c'est que, ça c'est des données qu'on avait, le truc, c'est que là où un utilisateur restait 15 secondes chez MySpace, une personne qui regardait la même chose à Facebook restait 85 ou 90 secondes. Donc on avait une rétention qui était énorme, 95% de nos utilisateurs revenaient tous les jours sur le site, alors que MySpace c'était pas le cas. Ils n'ont pas pourri le site avec de la pub tout de suite. Alors que maintenant, parfois c'est un peu dur. Donc ça a aussi intéressé les gens, ça a donné... et puis il y avait une grande chasse à la fluidité, et il y avait toujours une recherche pour que l'interface soit fluide, rapide, un gros travail de développement de ce côté-là pour que le produit reste vraiment très user-friendly, comme il dirait aux États-Unis. Et pour la simplicité de l'interface, ils ont dit qu'ils ont essayé beaucoup, moi j'étais pas toujours d'accord avec leur choix. Voilà, c'est ça, je pense qu'une bonne équipe, une volonté de dominer aussi, parce que s'il y a des entrepreneurs dans la salle, moi j'ai qu'un truc à vous dire, c'est le marché français c'est bien, mais si vous lancez une boîte en France, l'Europe c'est votre premier but, si ce n'est le monde. De nos jours, si vous tapez juste en France, ça va être dur. Tapez tout de suite, regardez l'Europe, votre site, si vous avez un blog, faites-le en français, en anglais, directement. N'hésitez même pas, parce que de nos jours c'est tellement global, il y a les Suédois, tous les pays qui ont des langues qui ne sont pas très supportées en Europe et qui parlent très bien l'anglais.
ben, ils ont des gros avantages sur nous parce que eux ils font tous leurs sites qui sont directement en anglais, donc ils attaquent directement les gros marchés comme l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, et ça c'est des très gros marchés. La France en internet ça reste encore un petit marché, quoi. Donc entrepreneurs, motivez-vous, anglais, français, allez-y à fond, il y a plein de business à faire. Moi j'habite du côté de Marseille, j'ai vu plein d'entrepreneurs très motivés, des gens qui ont la niaque, qui veulent faire des choses. Il y a des sous en France, contrairement à ce qu'on dit. Il en reste, il y a des gens motivés qui sont prêts à mettre des sous. Si vous avez de bonnes idées... Il y en a un déjà là. Voilà. Mais ouais, lancez-vous, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore. Bah, écoute, merci beaucoup. Eh ben, allez, hein. Sylvain, vous avez